j'ai annulé un mariage à 70,000 $ 5 jours avant la cérémonie, après que ma fiancée m'a glissé un contrat venant de ses parents. 5 jours avant le mariage, elle a poussé un document légal de l'autre côté de la table de cuisine, comme si de rien n'était. J'ai annulé un mariage à 70,000 $ 5 jours avant la date, après que ma fiancée m'a tendu un contrat de ses parents. Salut, je m'appelle Jack. J'ai 35 ans et, la semaine dernière, j'ai tout arrêté pour un mariage de 70,000 $ alors qu'il restait moins de 5 jours au compteur, parce que ma fiancée a essayé de vendre 20% de mon entreprise à ses parents. 5 jours. C'est le temps que Claire m'a donné pour prouver que j'étais sérieux à l'idée de construire un avenir ensemble. Ce sont ses mots, pas les miens. Mais il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'agissait pas d'engagement. Il ne s'agissait pas de deux personnes unissant leur vie, simplement parce qu'elles avaient sincèrement envie de se réveiller l'une à côté de l'autre pour les 50 prochaines années. Il s'agissait de contrôle, plus précisément, de contrôle financier. Et c'est arrivé emballé dans du jargon juridique, à l'intérieur d'une enveloppe Kraft glacée, comme une sorte de téléfilm Hallmark un peu tordu. C'est le genre de moment qui vous fait remettre en question chaque décision prise jusqu'alors. Le genre de moment qui vous fait rejouer chaque conversation, chaque « je t'aime », chaque instant que vous pensiez réel, en vous demandant quelle part était sincère et quelle part n'était que la préparation de l'arnaque. La famille de Claire dégageait cette énergie de « vieille fortune », mélangée à des délires dignes de la télé-réalité. Son père, William, avait l'habitude de porter des boutons de manchette au petit déjeuner, comme s'il assistait à un conseil d'administration à 7 heures du matin. L'homme descendait, chemise repassée et pantalon de costume, pour manger des œufs brouillés chaque matin. Sa mère, Patricia, m'a dit un jour que ma montre à 8,000 $ était « mignonne », comme quelque chose que porterait un type qui essaie encore de gravir les échelons. Ses mots exacts. Elle a dit ça avec ce petit sourire, censé paraître encourageant, mais qui ressemblait plus à une tape sur la tête qu'on donne à un chien qui a enfin appris à s'asseoir. Et malgré tout ce vernis et cette fausse sophistication, il perdait de l'argent silencieusement, désespérément. J'aurais dû le voir venir. Tous les signes étaient là. La façon dont William changeait de sujet, dès que les prix de l'immobilier étaient évoqués. La façon dont le sourire de Patricia se crispait, quand quelqu'un mentionnait ses dernières vacances. J'aurais vraiment dû être plus attentif, mais l'amour est quelque chose de tout à fait à part, et Claire était la dose parfaite, éblouissante, à la langue bien pendue, et enrobée de sucre, juste assez pour me distraire des drapeaux rouges qui flottaient dans la brise, comme des bannières de parade que je refusais de voir. Je m'étais convaincu qu'elle était différente de ses parents. Qu'elle me voyait pour qui j'étais, et non pour ce que j'avais construit. Jusqu'à ce mardi-là. Je venais de passer 13 heures à mon entrepôt, à gérer un cauchemar avec un fournisseur qui a failli me coûter un contrat majeur. Un fournisseur avait envoyé les mauvaises pièces, mélangé complètement deux commandes, et mon équipe avait passé la journée entière à trier des cartons et à passer des coups de fil furieux, pendant que je faisais du contrôle des dégâts avec le client. Je suis rentré en m'attendant au dîner, peut-être à un câlin, possiblement à un mauvais film sur Netflix et à un silence confortable. Le genre de soirée où l'on n'a pas besoin de beaucoup parler, car le simple fait d'être dans la même pièce suffit. Ce que j'ai eu à la place, c'est un regard froid de l'autre côté de l'îlot de cuisine, et l'enveloppe qui a tout changé. Claire était assise là quand je suis entré. Pas de dîner sur le feu, pas de salutation, juste elle, perchée sur un tabouret de bar, les mains croisées sur une enveloppe Kraft comme si elle présentait une proposition commerciale, ce qui, avec du recul, était exactement le cas. Tu dois signer ça avant vendredi, a-t-elle dit, comme si elle me rappelait de passer au pressing. D'un ton décontracté, presque ennuyé, comme si c'était juste une autre case à cocher sur la liste des choses à faire pour le mariage. Récupérer les costumes chez le tailleur. Confirmer le plan de table. Céder 1/5 de ton entreprise. Je l'ai ouverte. Les mots se sont brouillés au début, mais ils sont ensuite devenus nets. 20% du capital d'Atlas Industrial Supply transféré à William et Patricia Harrington. Des actions sans droit de vote, mais avec des droits d'audit et de veto sur toute transaction supérieure à 10,000 $. En gros, j'aurais eu besoin d'un mot d'autorisation pour acheter du papier toilette pour le bureau. J'aurais eu besoin de leur approbation pour prendre des décisions commerciales de base dans ma propre entreprise. L'entreprise que j'avais bâtie de rien, de mes deux mains. J'ai lu la clause 3 fois, parce que je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Il y avait des dispositions qui leur permettaient d'examiner mes comptes chaque trimestre,
de m'obliger à justifier tout achat majeur, et même de bloquer des décisions d'embauche s'il le souhaitait. J'ai carrément éclaté de rire. Le genre de rire qui s'échappe quand votre cerveau n'arrive pas tout à fait à traiter l'audace de ce qu'il est en train de lire. Ça sonnait étrange, même pour moi. Creux et tranchant. Claire n'a pas ri. Tu as construit cette entreprise tout seul, dit-elle, avec un calme déconcertant. Mais nous allons nous marier. Mes parents veulent juste me protéger. Ils ont investi en moi toute ma vie. Les écoles privées, l'université, l'appartement où je vivais avant qu'on se rencontre. Ils méritent une part de mon avenir. De notre avenir. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'épousais pas une partenaire. Je fusionnais avec une entité hostile. Et ils pensaient que je dirais oui, parce qu'ils pensaient que j'étais désespéré. Ils pensaient que j'étais tellement amoureux, tellement investi dans le mariage et la vie qu'on avait planifié, que je signerais tout ce que j'avais construit pour avoir une chance de la garder. Ils avaient fait un très mauvais calcul. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que je m'apprêtais à faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas même une sieste. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond, le ventilateur tournant comme les pensées dans ma tête qui refusaient de ralentir. La chambre d'amis. Ça aurait dû être un autre signe. Nous étions fiancés depuis 2 ans, et pourtant, je m'étais retrouvé dans la chambre d'amis plus de nuits que je ne pouvais compter. Toujours une excuse, elle était stressée, elle avait mal à la tête, elle avait besoin d'espace pour réfléchir aux détails du mariage. Je me disais que c'était normal. Les couples traversent des phases. Mais en restant allongé là cette nuit-là, j'ai réalisé que je lui trouvais des excuses depuis des années. Il voulait un morceau de moi, pas de l'amour, pas un partenariat, pas un avenir partagé bâti sur le respect mutuel. Il voulait des capitaux propres, un levier, du contrôle, un moyen de soutenir leurs finances défaillantes en utilisant mon succès comme béquille. J'étais devenu leur plan de retraite sans même le savoir. J'avais travaillé trop dur pour ça. Beaucoup trop dur. J'ai lancé Atlas Industrial Supply à 23 ans, avec rien d'autre qu'une carte de crédit plafonnée, une liste de clients potentiels démarchés à froid pendant 3 mois, et un refus obstiné d'accepter que les chances jouaient contre moi. Je vendais des équipements industriels et des fournitures de sécurité depuis un box de stockage loué, sans chauffage en hiver, sans ventilation en été, et avec une lumière fluorescente vacillante qui me donnait mal à la tête chaque jour. Le propriétaire était un type nommé Hank qui fumait des cigares à l'intérieur. Même s'il y avait des panneaux, défense de fumée, partout, il s'en fichait. Personne ne se souciait de cet endroit. Le box était si petit que je devais organiser l'inventaire en empilant les cartons les uns sur les autres, et mémoriser où tout se trouvait. Un mauvais carton, et tout le système s'effondrait comme des dominos. J'ai fait cette erreur 2 fois le premier mois. J'ai passé des nuits entières à réorganiser après une commande mal placée. J'ai dormi dans mon camion plus de fois que je ne peux compter durant ces premières années, garé sur des aires de repos, le siège incliné et une veste sur le visage pour bloquer la lumière des lampadaires. Les nuits d'hiver étaient les pires. Le froid s'infiltrait par les fenêtres et je me réveillais en frissonnant à 4 heures du matin, attendant que le restaurant le plus proche ouvre pour pouvoir avaler quelque chose de chaud. J'ai survécu grâce à la nourriture de station-service et à la détermination. Le bœuf séché et les barres énergétiques étaient devenus des groupes alimentaires à part entière. Je connaissais le nombre de calories de chaque collation, dans chaque aire de repos entre ici et l'Ohio. J'ai raté des vacances, des anniversaires, des dîners de famille auxquels j'avais promis d'assister, pour finalement annuler à la dernière minute parce qu'un client avait besoin d'une livraison. J'ai même raté l'enterrement de mon frère, une fois, parce que j'essayais de conclure un accord qui garderait l'entreprise en vie pour 1 mois de plus. Celle-là me hante encore. Ça me réveille parfois. Danny comprenait, ou du moins il aurait compris. Il savait ce que j'essayais de construire. Il y croyait, même quand je n'étais pas sûr d'y croire moi-même. Mais ça ne rend pas la chose plus facile à vivre. Et maintenant, 12 ans plus tard, 180 employés, 5 contrats d'État, un entrepôt avec une climatisation qui fonctionnait vraiment, et une salle de pause avec de vrais meubles au lieu de chaises pliantes. Nous étions en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires à 8 chiffres cette année. Tout ce que j'avais sacrifié finissait enfin par payer. Chaque anniversaire manqué, chaque nuit froide dans le camion, chaque relation que j'avais laissée s'effondrer parce que je ne pouvais pas lui accorder le temps qu'elle méritait. Tout cela était censé mener à ce moment au succès, à la sécurité, à pouvoir enfin respirer. Claire n'avait aidé à construire rien de tout cela, pas une seule pièce.
Elle avait aidé à décorer mon appartement, choisi des coussins et débattu sur les couleurs de peinture pendant 2 semaines. Elle avait organisé quelques fêtes de fin d'année où elle flottait en charmant mes clients, pendant que je faisais le véritable travail de réseautage. Une fois, elle a apporté des cupcakes au bureau pour l'anniversaire de quelqu'un. Red Velvet. Le glaçage était trop sucré. Si ça compte comme de l'investissement personnel, je suppose que j'ai raté le mémo expliquant comment ça marche. J'ai appelé Léa le lendemain matin. Pas n'importe quelle avocate. Léa Sherman, mon amie de fac devenue avocate d'affaires. La femme qui a un jour poursuivi un fonds spéculatif et les a obligés à s'excuser publiquement 2 fois. Différents procès, différents fonds. Les 2 fois, ils pensaient pouvoir l'écraser. Les 2 fois, ils ont appris le contraire. Elle avait la réputation d'être absolument impitoyable quand quelqu'un essayait un coup tordu, et elle adorait chaque seconde de ça. Je l'avais vue lors de dépositions. Elle souriait à l'avocat adverse comme un requin qui vient de sentir du sang dans l'eau. Elle n'a pas dit un mot quand j'ai posé le contrat sur son bureau, elle l'a juste pris, a mis ses lunettes de lecture et a commencé à scanner. Son bureau était encombré de dossiers et de livres de droit, mais elle savait exactement où tout se trouvait. Après environ 5 minutes, elle s'est reculée. Son visage a fait ce lent sourire qu'elle a quand elle sent une proie. Clause 4, a-t-elle dit en tapotant la page avec son stylo. Ils obtiennent un droit de veto sur tes dépenses. Tu ne pourrais pas acheter de fourniture de bureau sans demander la permission à Papa la Fortune. Et regarde ce langage ici, les décisions commerciales matérielles nécessitent le consentement unanime de tous les détenteurs de capitaux. Ce n'est pas juste un droit de veto. C'est le contrôle opérationnel. Et les parts, ai-je demandé, sachant déjà que la réponse allait me rendre malade. Elles sont structurées dans une fiducie avec protection d'actifs. Tu ne les récupérerais jamais. Pas sans une bataille juridique qui te coûterait plus cher que la valeur des actions. Et même là, vu la façon dont c'est écrit, il pourrait te bloquer au tribunal pendant des années. Celui qui a rédigé ça savait exactement ce qu'il faisait. Mon estomac s'est noué. Alors, qu'est-ce que je fais? Léa s'est penchée en avant, le regard perçant. Tu agis, mais pas encore. Ils t'ont donné une date limite, c'est ça? Vendredi. Utilise-la. Gagne du temps. Souris. Fais-leur croire que tu es faible. Fais-leur croire que tu réfléchis. Que tu as peur de perdre le mariage, de perdre Claire. Ensuite, on riposte avec des preuves solides qu'ils ne pourront ni déformer ni justifier. Elle m'a passé un bloc-notes. Que je sois clair. Ce n'est pas une dispute de contrat prénuptial. Ce n'est pas la peur de l'engagement, ou le trac du mariage, ou un désaccord sur les finances. C'est un détournement d'entreprise emballé dans du papier cadeau de mariage. Ce n'est plus ta fiancée. Elle est la façade d'une OPA. Le mariage n'était que le mécanisme de livraison. Ça m'a frappé à ce moment-là. Claire n'avait jamais voulu d'un mariage. Elle voulait une acquisition, et j'étais l'entreprise cible qu'elle préparait depuis des années. Chaque rendez-vous, chaque baiser, chaque conversation sur notre avenir. Tout cela, c'était de la diligence raisonnable. Jeudi soir, Claire m'a invité à dîner dans la propriété de ses parents pour crever l'abcès. Elle m'a caressé la joue de la main, comme si j'étais un enfant faisant un caprice pour une broutille. Son toucher semblait différent maintenant calculé. Parlons-en simplement, a-t-elle dit doucement. Tout le monde est un peu émotif en ce moment. Le mariage est si proche, et le stress fait dire aux gens des choses qu'ils ne pensent pas. Mes parents veulent juste ce qu'il y a de mieux pour nous deux. J'ai souri, j'ai hoché la tête, je lui ai dit que je considérais sérieusement l'offre et que j'avais juste besoin de mieux comprendre les détails que je voulais entendre son père directement, sur sa vision de la façon dont cela fonctionnerait. Elle a rayonné, m'a embrassé comme si je venais d'accepter de lui acheter une île privée. La comédie était si convaincante que j'ai presque oublié qu'elle orchestrait un coup d'état d'entreprise avec ses parents dans la salle à manger. Mais j'ai remarqué la façon dont ses yeux ont scintillé quand j'ai accepté. Du soulagement, comme si elle avait retenu son souffle en attendant que je me couche. Alors, j'ai fait ce que Léa m'avait dit de faire. J'ai joué le jeu. Je portais un micro. Pas un gadget d'enregistrement sophistiqué de film d'espionnage. Juste mon téléphone en train d'enregistrer dans ma poche de poitrine. Batterie pleine. Écran éteint, microphone pointé vers l'extérieur. Il vibrait doucement contre mes côtes pendant que je serrais la main de William,
et que je lui disais que j'appréciais l'opportunité de discuter de tout cela, comme des adultes raisonnables. Sa poignée de main était ferme, confiante la poigne d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Leur maison n'était que comptoir en marbre, fausse peinture à l'huile de chevaux et de chasse à cour, et meubles qui avaient l'air chers mais venaient probablement d'un de ces magasins qui essaient trop fort de paraître haut de gamme. Le genre d'endroit qui rend bien en photo, mais qui sonne creux quand on y est vraiment. Tout était mis en scène, comme une salle d'exposition. J'y avais été des dizaines de fois, mais ce soir-là, je l'ai vu différemment, les fissures dans la façade, la façon dont certaines pièces étaient fermées, l'art qui n'était probablement pas aussi précieux qu'il voulait le faire croire. Nous nous sommes assis devant un filet mignon et une purée aux truffes. Patricia s'était surpassée sur la présentation. Verre en cristal, véritable argenterie, bougies scintillant dans des arrangements qui coûtaient probablement plus cher que les courses mensuelles de la plupart des gens. J'ai reconnu la décoration de table d'un magazine que Claire avait laissé traîner. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, essayant de verrouiller le jour de paix que ma signature fournirait. Une dernière démonstration de richesse avant d'admettre qu'il se noyait. La conversation a commencé légèrement. La météo, le sport, une histoire sur les travaux d'un voisin qui avait mal tourné. Patricia a posé des questions sur les détails du mariage, les projets de lune de miel, si nous avions décidé du photographe. Tout cela restait en surface, tout cela n'était que des préliminaires avant la vraie conversation. Après le dessert, William s'est adossé à sa chaise, s'est tamponné la bouche avec une serviette en tissu, l'air satisfait de lui-même, confiant, comme un homme qui avait déjà gagné et ne faisait que passer par les formalités pour accepter le trophée. « Je suis content que tu vois la situation dans son ensemble, Jake, a-t-il dit. Cette entreprise que tu as, elle tient la route. Un vrai potentiel. Mais pour avancer, il faut une direction. Il faut être guidé par quelqu'un qui comprend la vision d'ensemble. Je peux apporter ça. Contrats gouvernementaux, fournisseurs internationaux. J'ai des amis placés là où il faut, qui pourraient t'ouvrir des portes auxquelles tu n'as même jamais frappé. Des relations qui prennent des décennies à construire. J'ai joué à l'idiot, hochant la tête comme si j'étais impressionné. Comme un gamin écoutant un oncle prospère partager sa sagesse des affaires. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avant le mariage? Patricia est intervenue, posant sa fourchette délicatement. Parce que le timing est tout, chérie. Le marché est volatile. Personne ne sait ce que l'année prochaine apportera. Nous voulons juste que Claire soit protégée. Et franchement, nous ne sommes pas à l'aise à l'idée qu'elle entre dans ce mariage sans aucune part, alors que tu détiens tout. Cela ne semble juste pour personne. Le mariage est censé être un partenariat. Juste? Ai-je dit, hochant la tête lentement, souriant. Ça se tient. Juste une question, William. Il a haussé un sourcil, a pris une gorgée de son verre. Bien sûr. Demande ce que tu veux. Est-il vrai que vous avez 3 mois de retard sur votre prêt immobilier? L'atmosphère a changé instantanément. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le tintement de son verre sur la table a été plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Le sourire de Patricia s'est figé, comme si quelqu'un avait mis une vidéo en pause. Qui t'a dit ça? A-t-il aboyé? Son visage est passé de patriarche confiant à animal acculé en environ une demi-seconde. Peu importe, ai-je dit calmement, gardant ma voix stable. Amical même. Ce qui importe, c'est de savoir si ces 20% servent à protéger Claire ou à vous renflouer. Parce que vu d'où je suis assis, ça ressemble beaucoup à la deuxième option. Le timing, l'urgence, la façon dont ce contrat est structuré pour vous donner le contrôle plutôt que juste la propriété. Claire a bondi de sa chaise. Le bruit du raclement contre le carrelage a tranché le silence comme une lame. Jake, tu dépasses les bornes. Tu ne viens pas chez mes parents pour les accuser de quelque chose comme ça. Non, Claire, ai-je dit, gardant ma voix stable, sans la hausser, sans leur donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Ce qui dépasse les bornes, c'est de me demander de céder un 5e de mon entreprise à un homme poursuivi par 2 entrepreneurs pour des travaux non payés. J'ai fait mes devoirs. Les registres publics sont une lecture intéressante quand on sait où chercher. Le tribunal du comté a toutes sortes d'informations si on prend le temps de chercher. Le visage de William est devenu violet. Le numéro du patriarche distingué s'est effondré en temps réel. J'ai vu des années de supériorité soigneusement construites s'écrouler comme un château de cartes. Espèce de petit ingrat, a-t-il grogné.
Tu penses que ta petite entreprise de fourniture te rend meilleur que nous? Nous t'avons accueilli dans cette famille. Nous t'avons accepté malgré tes origines. Non, ai-je dit calmement. Je pense que la gérer avec honnêteté me rend meilleur. Je pense que construire quelque chose de réel, au lieu de faire semblant d'avoir ce qu'on n'a pas, fait la différence. La voix de Claire est devenue glaciale. Tu as jusqu'à vendredi pour changer d'avis, Jake. Ou c'est fini. Le mariage, l'avenir, tout ça, c'est terminé. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai appuyé sur stop pour arrêter l'enregistrement, je me suis assuré qu'ils me voient faire, laissant la réalisation envahir leur visage. C'est déjà fini. J'ai quitté leur maison sans un autre mot. Pas de concours de cris, pas de porte claquée de façon dramatique, pas de discours final sur la trahison et la confiance. Juste moi, mon téléphone, et un esprit qui tournait comme une roue sur du verglas, essayant de trouver de l'adhérence. Le temps que je rentre à la maison, les affaires de Claire étaient déjà à moitié emballées. Ou peut-être qu'elles avaient toujours été prêtes à partir, comme si elle avait une stratégie de sortie préparée avant même de me tendre cette enveloppe des cartons étiquetés et soigneusement scotchés, empilés dans le coin, comme si elle planifiait sa retraite depuis des semaines. C'était comme si elle avait planifié son départ avant même que je n'ouvre ce document. Peut-être qu'elle a toujours su que c'était une possibilité. Peut-être qu'elle avait un calendrier depuis le début. Je me suis assis, j'ai fixé les cartons, son écriture sur les étiquettes, vêtements, hiver, livres, affaires de salle de bain. Si organisée, si préparée. La Claire que je pensais connaître était spontanée, dispersée, perdait toujours ses clés, était toujours en retard. Mais cette Claire-là était prête à partir à la minute. Le lendemain matin, j'ai envoyé l'enregistrement par email à Léa avec pour objet, option nucléaire. 10 minutes plus tard, elle a appelé. Pas de salutation, pas de banalité, juste, oh, c'est de l'or. De l'or pur, sans filtre. On applique la politique de la terre brûlée. Elle a rédigé une déclaration juridique avec horodatage, transcription et contexte. Elle a tout documenté, les termes du contrat, la conversation du dîner, l'aveu concernant l'hypothèque. Puis elle l'a envoyé à toutes nos connaissances communes amies, collègues, même mon fleuriste. Mais nous ne postions rien publiquement pour l'instant. Léa a dit, laisse-les faire le premier pas, laisse-les mentir en premier. Laisse-les essayer de contrôler le récit. Ensuite, on les enterre avec la vérité. Rend le contraste impossible à ignorer. Et ils l'ont fait. Au bon sang, et comment? Samedi matin, Claire a posté une vidéo. Grand jeu, éclairage doux, musique de piano triste en fond sonore. La totale. Une larme unique roulant sur sa joue, si parfaitement chronométrée que j'ai presque voulu applaudir l'effort. Elle a dû faire plusieurs prises pour que cette larme tombe exactement au bon moment. Elle m'a traité de manipulateur, a dit que je l'isolais de sa famille, que je refusais de la laisser travailler ou contribuer à notre relation, que je prenais toutes les décisions sans jamais considérer ses sentiments, que je l'avais menacée quand elle avait demandé de les quitter. Aucune mention de la tentative de vol de 20% des parts. Aucune mention du dîner d'OPA hostile. Aucune mention du contrat qui aurait donné à ses parents le contrôle de mon entreprise. Juste de vagues demi-vérités manipulatrices et une performance digne des Oscars. Mon téléphone a explosé. Des textos d'amis demandant si j'allais bien. Des messages privés de gens que je connaissais à peine exigeant des explications. Même mon cousin a demandé si j'avais besoin de parler à quelqu'un, comme si j'étais le méchant dans cette histoire. Comme si j'avais fait quelque chose de mal en refusant d'être exploité. Je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Léa avait été claire, laisse-les s'enfoncer dans le mensonge. Laisse-les construire leur récit, puis démolis-le. Mais j'avoue, ça a piqué plus que je ne l'aurais cru. Claire gagnait la bataille de l'opinion. Ses followers, des milliers d'entre eux, inondaient les commentaires avec des émojis qui pleurent et une énergie du genre « Reste forte, ma reine ». J'étais dépeint comme le méchant, pendant qu'elle récoltait la sympathie comme des dons au Téléthon. Des gens qui n'avaient jamais rencontré aucun de nous deux portaient un jugement basé sur une vidéo soigneusement conçue pour manipuler leurs émotions. Ce soir-là, Léa m'a envoyé un texto. Poste-le maintenant. Alors, je l'ai fait. Juste l'audio. Pas de commentaires, pas de hashtag, pas de piano triste pour rivaliser avec le sien, pas d'appel émotionnel ou d'explication défensive. Juste William, confiant et suffisant, disant, avec mon expérience,
nous pourrions vraiment nous développer. Et puis moi, demandant calmement des comptes sur l'hypothèque. L'enregistrement entier s'est déroulé exactement comme c'était arrivé. 23 minutes de preuves accablantes. C'est devenu viral en 4 heures. Dimanche matin, Internet s'était retourné contre Claire si vite que j'en ai eu le vertige. Les commentaires sur sa vidéo sont passés de « Les hommes sont des ordures » à « Madame, ce n'est pas du féminisme, c'est de l'escroquerie ». Des gens qui m'attaquaient 12 heures plus tôt s'excusaient maintenant dans mes messages privés. Des inconnus me taguaient dans des posts dénonçant Claire. Quelqu'un a trouvé son LinkedIn et a commencé à commenter son historique professionnel. Une autre personne a déterré une vieille interview où William se vantait de son portefeuille d'investissement qui, apparemment, n'existait plus. Quelqu'un a collé l'audio sur son clip en pleurs et l'a titré « Quand la reine s'effondre en plein braquage ». Une autre personne a fait une vidéo d'analyse complète décortiquant son langage corporel dans le post original par rapport à l'audio. Un expert en langage corporel sur YouTube a fait une analyse de 15 minutes de l'enregistrement du dîner, soulignant chaque fois que la voix de William changeait quand il devenait nerveux. Brutal, hilarant, et aussi profondément satisfaisant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Les mèmes ont commencé à affluer. Des captures d'écran de l'alarme de Claire avec des légendes comme POV, la tentative de vol d'action n'a pas marché. La citation de William sur ses amis à Bruxelles est devenue une blague récurrente. Quelqu'un a fait une fausse affiche de film intitulée Le braquage Harrington avec une phrase d'accroche disant « basée sur une véritable audace ». Dès lundi, elle a supprimé son compte entièrement. Disparu des réseaux sociaux comme si elle n'avait jamais existé. Les comptes de ses parents sont passés en privé. Toute la présence numérique des Harrington s'est juste évaporée. Même leur photo de carte de Noël familiale est devenue un mème. Quelqu'un a ajouté des signes $ sur leurs pulls assortis. Je pensais que ce serait la fin. Drame terminé. Leçon apprise. On avance. On recommence à construire ce qu'il reste. Mais alors est venu le dernier rebondissement. Le lieu du mariage. 40,000 $. Non remboursable. Payé intégralement. Pareil pour le groupe. Le fleuriste. Le traiteur. L'enseigne au néon personnalisé qui disait « Les Harrington, ouais, son nom de famille. » Pas le mien. Elle l'avait commandé sans même en discuter. Je ne l'ai découvert qu'en voyant la facture. Au total, plus de 70,000 $ jetés par les fenêtres. 70,000 $ pour un mariage avec une femme qui me voyait comme une opportunité d'investissement. Bon, j'aurais pu simplement passer ça en perte et profit. Frais de scolarité à l'université des signaux d'alarme. Une leçon coûteuse, mais une leçon quand même. Certaines personnes paient autant pour une école de commerce et en apprennent moins. Mais quelque chose en moi a craqué. Pas par mesquinerie, par principe. Par refus de laisser tout cet argent s'évaporer dans le néant pendant que les gens qui avaient essayé de m'exploiter s'en tiraient sans égratignure. Alors j'ai envoyé une facture. Pas à Claire, à William. Une facture de qualité professionnelle sur papier à en tête d'Atlas Industrial Supply pour heures de consultation passées à examiner un contrat frauduleux, plus service de relocalisation pour les effets personnels de l'ex-fiancé, totalisant 74 221 $. Détaillé, daté, professionnel. Je savais qu'il ne paierait pas. Ce n'était pas le but. Le but, c'était la documentation. Le but, c'était de s'assurer qu'il y ait une trace écrite montrant exactement quel genre de personnes ils étaient. Quelque chose pour les archives. Ensuite, j'ai passé un appel à la responsable du lieu, une femme nommée Gloria, qui avait été incroyablement patiente avec tous nos allers-retours pendant la planification. Et, donc le mariage est annulé, mais si on transformait la date en gala de charité? Elle a marqué une pause. Pardon? J'ai déjà payé pour l'espace, la nourriture, la musique. Tout est réservé. Je n'ai pas besoin d'un remboursement. Je veux juste que la soirée compte. Je veux qu'elle signifie quelque chose au lieu d'être juste du gaspillage. Alors, nous nous sommes associés à une organisation à but non lucratif qui soutient les vétérans dans leur transition vers la vie civile. Ils ont fait venir des intervenants. Nous avons vendu aux enchères des objets donnés. Les entreprises locales ont contribué quand elles ont entendu l'histoire. Un magasin de meubles a fait don d'un salon complet. Un concessionnaire automobile a offert un an de vidange gratuite. Quelqu'un a même offert un voyage de pêche.
Nous avons levé 50,000 $ en une seule soirée. Plus que ce que quiconque espérait, plus que ce que le mariage aurait coûté si l'on ne comptait pas les dégâts émotionnels. Je me tenais sur la même scène où j'étais censé prononcer mes vœux, et j'ai remis un chèque à un marine nommé Kevin qui avait perdu sa jambe à l'étranger. Afghanistan, 2 missions. Il m'a raconté son histoire avant le début de l'événement. Comment il était revenu différent. Il ne pouvait pas dormir. Ne pouvait pas garder un emploi. Comment la transition vers la vie civile l'avait presque brisé. Comment des programmes comme celui-ci l'avaient fait tenir quand tout semblait impossible. Lui avait donné une structure. Lui avait donné un but. L'avait aidé à trouver du travail et un logement quand personne d'autre ne voulait lui donner une chance. Sa poignée de main était ferme. Ses yeux étaient clairs. Il m'a remercié 3 fois. Et je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me remercier une seule fois, qu'il en avait déjà fait assez pour nous tous, que c'était le moins que je puisse faire. La responsable du lieu, Gloria, m'a dit plus tard que c'était le meilleur événement qu'elle ait jamais accueilli. Elle a dit qu'elle souhaitait que plus de mariages annulés se terminent comme celui-ci. Elle a dit que la plupart des gens se contentent de s'asseoir sur la compte et de se plaindre. Je lui ai dit que se plaindre n'était pas vraiment mon style. Je pensais que ce serait tout. Arc de rédemption terminé, réputation restaurée. Avancer dans la vie et essayer d'oublier tout ce gâchis. Puis la lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit avec une écriture que j'ai reconnue instantanément. Claire. Les boucles dans les lettres. La façon dont elle barrait ses T. J'avais vu cette écriture sur des cartes d'anniversaire, des listes de courses et des mots laissés sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai fixé pendant une longue minute avant de l'ouvrir. La curiosité l'a emporté sur la prudence. À l'intérieur, pas de menaces, pas de manipulation, pas de langage juridique, juste un mot court, étonnamment humain. Jake, tu me manques. Tu avais raison. Mes parents avaient tort. Je loge chez une amie maintenant. Je les ai quittés. Je me suis enfin éloigné de tout ça. Je ne sais juste pas qui je suis sans tout ce bruit. Est-ce qu'on peut se voir? Pas de contrat, pas de pression, pas de parents, juste nous. Un café quelque part en terrain neutre. Je veux juste parler. J'ai pris un marqueur rouge, j'ai écrit « Retour à l'envoyeur » en travers de l'enveloppe, et je l'ai déposé dans le bac de départ du courrier, sans la moindre hésitation. Quelques semaines ont passé tranquillement. La tempête que Claire avait déclenchée s'était calmée. Le clip audio a fait son tour. L'histoire a été reprise par quelques blogs d'affaires, comment un PDG a esquivé une embuscade d'entreprise déguisée en mariage. Un titre accrocheur, ça fait de la bonne lecture. Apparemment, les gens ont continué à le partager. Puis sont venues les rumeurs. Apparemment, William et Patricia ont perdu la maison. Une grande coloniale blanche avec des carrelages importés. Parti, saisi. On dit qu'il loue un appartement de 2 chambres dans une résidence fermée où William se dispute maintenant avec le syndic au sujet des poubelles et des règles de stationnement. Claire, elle travaille chez un concessionnaire automobile à 3 villes de là. Poste de réceptionniste. La rumeur dit qu'elle sort avec un jeune financier qui vient de découvrir la crypto-monnaie. Quant à moi, Atlas Industrial Supply vient d'ouvrir un hub à Dallas. Nous grandissons vite, embauchons encore plus vite. Mon équipe est plus soudée que jamais. Et oui, je fréquente quelqu'un à nouveau. Elle s'appelle Rachel. Elle est institutrice. Prof d'histoire géo en 6e. Elle conduit une Civic qui a connu des jours meilleurs, mais qui roule encore parce qu'elle sait prendre soin des choses. Elle a apporté son propre déjeuner à notre premier rendez-vous et a insisté pour qu'on partage l'addition, même si j'ai essayé de payer 3 fois. Elle en a fait toute une histoire. Elle ne connaît rien à la fourniture d'équipements industriels. Elle ne pourrait pas vous dire la différence entre un harnais de sécurité et un système d'arrêt de chute. Et honnêtement, c'est rafraîchissant. Le week-end dernier, je lui ai raconté toute l'histoire de l'enveloppe à la collecte de fonds, jusqu'à la lettre que j'ai renvoyée sans l'ouvrir. Elle n'a pas eu le souffle coupé. Elle ne m'a pas pris en pitié. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes sur ma valeur nette ou la structure de l'entreprise. Elle m'a juste regardé dans les yeux et a dit « Eh bien, tu n'es clairement pas ennuyeux. » 6 mois après le mariage annulé, j'ai finalement fait quelque chose que je repoussais depuis 12 ans. J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi, loué une voiture, conduit 40 minutes jusqu'au cimetière où ils ont enterré mon frère, Danny.
Je n'y étais pas allé depuis le lendemain de l'enterrement. Le jour où je suis parti tôt parce qu'un client avait appelé avec une commande urgente. Je m'étais dit que j'y retournerais. Chaque année, je me disais la même chose. Et chaque année, quelque chose surgissait. Un contrat, une date limite, une excuse. Le cimetière était calme, juste moi et le gardien qui tondait quelque part au loin. Je suis passé devant des rangées de pierres tombales jusqu'à trouver la sienne troisième rangée depuis le chêne, exactement comme dans mes souvenirs. La pierre tombale était simple, juste son nom, les dates, et une phrase que notre mère avait choisie, partie trop tôt. Aimer pour toujours. Je suis resté là un long moment. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste laissé le silence s'installer. Je l'ai laissé peser sur ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus le retenir. Puis je lui ai parlé de la bourse, de Claire, de Rachel, de l'entreprise qui atteignait les 8 chiffres et de l'entrepôt à Dallas. Je lui ai parlé de l'audio viral et de la faillite de William. Je lui ai dit tout ce que j'avais accumulé pendant 12 ans de visites manquées. Le vent s'est levé pendant que je parlais, faisant bruisser les feuilles du chêne. Probablement juste la météo, mais j'aime penser qu'il m'a entendu. Je m'étais associé à 3 lycées et un collège communautaire, la bourse d'Annie. Frais de scolarité complet, outils et mentorat pour les gamins qui voulaient travailler dans les métiers manuels. Des gamins comme nous. Des gamins qui ont grandi sans argent ni relation. Des gamins qui n'auraient jamais de faveur, mais qui travailleraient plus dur que n'importe qui si on leur donnait une demi-chance. Les candidatures avaient déjà commencé à arriver. Des centaines. Des gamins avec des histoires qui vous frappent en plein cœur. Un gamin a écrit qu'il n'avait jamais rien possédé à son nom. Il voulait commencer par un uniforme de travail, quelque chose qui disait qu'il appartenait à un endroit. Une autre a dit qu'elle marchait 3 kilomètres pour aller en cours chaque jour parce qu'elle n'avait pas de voiture, n'avait jamais raté un jour, ne s'était jamais plainte. Elle voulait apprendre à réparer des moteurs, peut-être en construire un jour. Un troisième gamin a parlé de la façon dont son père cumulait 3 emplois et ne pouvait toujours pas se permettre de l'envoyer en école de métier. Il voulait devenir électricien pour que son père puisse enfin prendre sa retraite. J'ai lu chaque candidature. Ça m'a pris 2 semaines. Certaines, je les ai lues 2 fois. Ce n'étaient pas des gamins qui cherchaient la charité. C'étaient des gamins qui cherchaient une opportunité, une chance de prouver ce qu'ils pouvaient faire si quelqu'un ouvrait simplement la porte. Rachel m'a aidé à choisir les 3 premiers finalistes. Elle a dit qu'ils lui rappelaient, des gamins têtus avec un bon fond. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle a dit, toi, idiot. Le gala de la bourse était petit, rien d'extravagant, juste des amis, de la famille, d'anciens clients et mon équipe de l'entrepôt. Rachel portait une robe bleue et a passé la moitié de la soirée à parler à mon responsable des opérations des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Elle avait vraiment l'air intéressée. Le premier bénéficiaire était un jeune de 19 ans nommé Jérôme. Il a fait un discours qui m'a presque achevé. Il a parlé du fait de grandir dans un 2 pièces avec 3 frères et sœurs, de partager des lits superposés, de manger des céréales au dîner quand l'argent manquait, de réparer la voiture de sa mère avec des tutos YouTube et des outils empruntés parce qu'il ne pouvait pas se payer un mécanicien, de cumuler les petits boulots depuis ses 15 ans pour aider à payer le loyer. Il a parlé de ses candidatures aux écoles de métier et des refus parce qu'il ne pouvait pas payer les frais d'inscription. D'avoir vu ses amis abandonner leurs rêves parce que personne ne leur donnait une chance. D'avoir presque abandonné lui-même jusqu'à ce qu'il voie l'annonce de la bourse d'Annie. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Monsieur Jek n'a pas juste signé un chèque. Il a dessiné une porte et il m'a laissé la franchir. Là d'où je viens, des portes comme ça ne s'ouvrent pas très souvent. Et quand elles s'ouvrent, on n'oublie pas qui les a tenues ouvertes. » La salle est restée silencieuse une seconde. Puis tout le monde a commencé à applaudir. J'ai dû m'asseoir après ça. Ma voix n'allait pas coopérer si j'essayais de parler. Rachel m'a serré la main. Elle n'a rien dit. Pas besoin. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Léa. « Tu vas adorer ça », a-t-elle dit. William Harrington vient de déposer le bilan. Chapitre 7, liquidation totale. La maison, les voitures, les fausses peintures à l'huile, tout part aux enchères. Je n'ai rien dit pendant une seconde. J'ai laissé l'information pénétrer. Ils ont essayé de se battre, a continué Léa. Ils ont engagé un avocat au rabais pour prétendre qu'ils avaient des actifs à l'étranger. Le juge n'a pas marché. Il s'avère que ses amis à Bruxelles dont William se vantait, ils n'existent pas.
Ils n'ont jamais existé. Tout le réseau d'affaires international, c'était de la poudre aux yeux. Et Claire? Partie en Arizona. Apparemment, elle vend des multipropriétés maintenant. Elle vit dans un studio à Scottsdale, bien loin des comptoirs en marbre. J'ai ri. Vraiment ri. Pas par méchanceté, juste devant l'absurdité totale de la façon dont tout cela s'est déroulé. Il y a un an, il prévoyait de prendre 20% de mon entreprise. Maintenant, il liquidait des meubles pour payer les créanciers. Encore une chose, a ajouté Léa. Tu te souviens de cette facture que tu lui as envoyée? Celle de 74,000 $? Ouais. Il l'a listée comme créance dans le dossier, ce qui signifie qu'elle fait maintenant partie du dossier public de faillite pour toujours. Quiconque fera des recherches sur lui verra qu'il te devait de l'argent pour, et je cite, service de consultation lié à l'examen d'un contrat frauduleux. Son avocat a essayé de le faire retirer. Le juge a dit, non, ça reste. J'ai souri. C'est magnifique. Je me suis dit que tu apprécierais. L'homme qui a essayé de voler 20% de ton entreprise a maintenant un dossier public permanent montrant qu'il te devait de l'argent pour avoir essayé de t'arnaquer. C'est ce qu'on appelle la justice poétique. Le mois dernier, Rachel et moi sommes partis en week-end. Une cabane dans le nord de l'État. Pas de réseau, pas de tableur, pas de mec qui bip à 2 heures du matin pour des retards d'expédition ou des problèmes de fournisseurs. Elle a apporté des puzzles. J'ai apporté un livre que je voulais lire depuis 3 ans. J'ai enfin craqué la reliure. L'endroit était enfoui dans les pins. Une de ces vieilles cabanes en bois avec un porche qui craquait quand on marchait dessus. Une cheminée qui fonctionnait vraiment. Pas de télé, pas de wifi, juste le silence, les arbres, et l'oiseau occasionnel faisant du bruit dehors. Nous avons cuisiné le dîner ensemble. Rien d'extravagant. Juste des pâtes et du pain à l'ail. Elle fredonnait en coupant des légumes, pieds nus sur le carrelage, complètement à l'aise, n'essayant d'impressionner personne, ne vérifiant pas son téléphone toutes les 5 minutes, juste présente. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais fait ça. Juste être quelque part sans penser à la suite, sans faire tourner des chiffres dans ma tête ou prévoir des problèmes qui n'étaient pas encore arrivés. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le porche pour regarder les étoiles. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'en avais vu autant. En ville, on oublie qu'elles sont là. La pollution lumineuse bloque tout. Mais là-haut, le ciel en était rempli. Tu sais à quoi je pense sans arrêt, a-t-elle dit. À quoi? À ce mariage à 70,000 $. Tout cet argent, toute cette planification, et ça aurait été la pire décision de ta vie. Probablement. Donc, techniquement, tu as gagné 70,000 $ en ne te mariant pas, j'ai ri. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les maths. Bien sûr que si. Tu as évité un mauvais investissement. C'est du profit. Elle marquait un point. Atlas Industrial a atteint les 8 chiffres le trimestre dernier, pour la toute première fois. Nous avons lancé la construction d'un deuxième entrepôt à Houston. Le hub de Dallas tourne déjà à plein régime, donc nous avions besoin de plus d'espace. J'ai promu mon responsable des opérations au poste de vice-président et j'ai enfin retiré mon nom de la liste des contacts d'urgence. Je laisse l'équipe gérer les choses. Il s'avère qu'ils sont meilleurs que moi pour ça. Mon téléphone ne vibre plus à minuit. Je dors toute la nuit. Les week-ends sont vraiment des week-ends maintenant. Ça fait encore bizarre parfois, mais je m'y habitue. Jérôme a commencé son apprentissage dans un garage du centre-ville. Il m'envoie des nouvelles toutes les quelques semaines, des photos de moteurs qu'il a reconstruits, d'outils qu'il apprend à utiliser, de diagrammes qu'il étudie. La semaine dernière, il m'a envoyé par texto une photo de sa première fiche de paie. Juste la fiche. Pas besoin de légende. Je savais ce que ça signifiait. Le premier argent qu'il ait jamais gagné en faisant quelque chose qu'il voulait vraiment faire. J'ai sauvegardé ce texto, je l'ai mis dans un dossier sur mon téléphone avec les autres nouvelles des boursiers. Ils sont 4 maintenant. Chacun envoie des rapports de progrès comme s'ils avaient peur que je les oublie. Je ne les oublierai pas. Rachel planifie déjà le gala de la bourse de l'année prochaine. Elle veut doubler le nombre de bénéficiaires, s'étendre à 2 autres écoles, peut-être ajouter une filière professionnelle pour les travailleurs de la santé. Je lui ai dit que ça semblait coûter cher. Elle a dit, une chance que tu ne sois pas ennuyeux. L'autre jour,
Je rangeais mon bureau et j'ai trouvé le contrat original, celui que Claire avait glissé sur l'îlot de cuisine. 20% de capital, droit d'audit, droit de veto sur les transactions, 8 pages de langage juridique conçu pour dépouiller tout ce que j'avais construit. Je l'ai relu une dernière fois. Toutes ces clauses conçues pour me piéger. Toute cette formulation prudente destinée à le faire paraître raisonnable. Partenariat familial, succès partagé, protéger notre avenir ensemble. Chaque phrase conçue pour cacher ce que c'était vraiment, un braquage. J'ai pensé à l'encadrer, à le mettre sur le mur de mon bureau comme un rappel de combien je suis passé près de tout perdre. Mais ça semblait faux, comme garder un trophée d'une guerre que vous n'avez jamais demandé à mener. Alors je l'ai déchiqueté, je l'ai passé dans la machine morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des confettis. J'ai regardé les bandes s'empiler dans la corbeille. 8 pages réduites en ruban. Ça a pris environ 30 secondes. J'ai eu l'impression de clore un chapitre qui aurait dû se terminer il y a longtemps. J'ai vidé les confettis dans la poubelle et je suis retourné au travail.